Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire, dans cette nouvelle conférence Grands Espaces. On va laisser un petit peu de temps que tout le monde puisse se connecter, donc je vais introduire un petit peu l'événement. Ce soir, on a avec nous donc, Christian Kempf, qui est le fondateur, de Grands Espaces, mais qui est aussi un explorateur. Beaucoup d'entre vous qui nous suivent depuis un certain temps connaissent déjà l'histoire. Donc ce soir, on a la chance de l'avoir avec nous pour parler de l'ours polaire, pour échanger avec vous sur ces questions-là. C'est important aussi pour nous cette semaine de parler de l'ours polaire, parce que comme certains et certaines d'entre vous peut-être le savent, lundi, c'était la journée internationale de l'ours polaire. Et donc, à cette occasion, toute la semaine, on a parlé de l'ours, qui est cet animal qui nous passionne tant, qui est dans notre logo depuis toujours, depuis la fondation de Grands Espaces. Donc, pour nous, voilà, c'est un animal un petit peu particulier qui nous tient particulièrement à cœur. Et c'est pour ça qu'on a communiqué sur le sujet toute la semaine. C'est une année aussi importante pour Grands Espaces cette année, puisque cette année, Grands Espaces fête ses 25 ans. 25 ans d'histoire polaire, 25 ans d'exploration de ces régions arctiques particulièrement, et d'autres régions au fur et à mesure, avec toujours la nature à cœur. C'est les 50 ans aussi d'exploration polaire de Christian Kempf au travers de ses expéditions scientifiques et puis ses conférences sur les bateaux et en tant que chef expédition. Bon, voilà, c'est une année importante pour nous, et c'est pour ça qu'on a organisé déjà plusieurs événements aussi autour de nos voyages, etc., sur ces dernières semaines. Donc voilà, donc ce soir, on a une thématique qui nous tient à cœur. Ça vient achever cette semaine autour de l'ours polaire. Et donc, ça sera voilà, une conférence sur l'ours polaire, une conférence, mais qui sera animée, on va dire, avec des questions-réponses, vos questions, vos réponses. Justine est connectée aussi sur le chat pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Justine répondra à certaines et puis nous fera remonter des questions qu'on fera revenir ensuite et Christian pourra y répondre. Et voilà, donc n'hésitez pas. On a le plaisir d'être là ce soir avec vous et pour vous, pour pouvoir justement parler de cet animal, de ce seigneur de l'Arctique. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Christian, qui va pouvoir justement introduire sur l'ours polaire. Et avec plaisir, et bonsoir, je dirais, tout le monde. C'est un vrai bonheur, vous savez, de partager, même devant un écran, ma passion pour cet ours et ces ours. Passion d'abord, je l'ai montré au travers on va dire un peu simplement, d'une carrière universitaire où j'ai fait mes études sur les superprédateurs, et l'ours en était. Et puis ensuite, une passion de terrain. Mathieu a eu la gentillesse de dire que ça fait gentillesse, parce que ça ne me rajeunit pas. Mais ça fait 50 ans que je suis dans le Grand Nord, depuis 1973. Et c'est le 4 septembre 1975, à 4 heures du matin, que j'ai vu mon premier ours blanc. Donc, depuis, les croisières expéditions m'ont permis de voir beaucoup d'ours. Et avec beaucoup d'entre vous, on a vécu des moments extraordinaires. Quand on voyait un petit point crème à l'horizon, certains d'entre nous étant des spotters extraordinaires, et qu'on voit un ours à plusieurs kilomètres, et qu'on voit cet ours se rapprocher du bateau jusqu'à venir au bateau, ce sont des moments fabuleux, quoi, parce qu'on est complètement à l'abri sur le bateau, et puis vous avez cet ours qui vient se demander c'est quoi ce gros objet. Alors, c'est quand même pas l'habitude des ours blancs que de s'approcher des bateaux, parce que les bateaux, il n'y en a pas beaucoup. Des bateaux de tourisme, il y en a une cinquantaine sur 24 millions de kilomètres carrés, donc sur 50 fois la France, quoi, environ. Donc, c'est pas son habitude, l'ours. Et pour introduire cette petite heure que nous allons passer ensemble, je voudrais vous dire combien je serais heureux d'y répondre via les réponses directes que nous ferons ou via les réponses que j'aurai le plaisir de vous faire aux questions qu'il y aura sur les ours. Alors, en revanche, cet ours, d'où vient-il ? L'ours est vieux. Il y a 7 espèces d'ours dans le monde, et l'ours blanc, allez, on va dire qu'il est né il y a 650 000 ans environ. Alors, certains diront 150 000 ans ou 200 000 ans. Mais tout de même, il est né il y a longtemps sur les rives de l'Alaska. Il y avait un ours, un ours des cavernes, tout brun, qui était là, qui regardait, qui voyait des sortes de sacs de pommes de terre qui bougeaient. C'était beaucoup de phoques. Et il s'est dit, je vais essayer de les approcher. Et au fur et à mesure, au gré de dizaines de milliers d'années, il est arrivé à les approcher en devenant blanc. Et pour schématiser l'évolution, c'est ainsi qu'est né l'ours blanc. Ce que je veux dire par là même, c'est une chose importante. Nous parlons beaucoup de l'ours blanc et de problèmes de banquise. La raréfaction de la banquise, nous perdons pratiquement 14% de la superficie de la banquise tous les 10 ans. C'est une catastrophe.
tous les ans, 90 000 km² de banquise disparaissent. En revanche, l'ours a déjà passé des moments, c'est un petit brin d'optimisme, a déjà passé des moments où il n'y avait plus de banquise en Arctique. C'est un super prédateur, un animal extraordinairement adapté. Alors ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. La disparition, la raréfaction de la banquise est catastrophique et l'ours va beaucoup souffrir à cause de cela. Pour le Fonds mondial pour l'environnement, enfin le WWF, et pour tous les spécialistes de l'ours, c'est pas le problème numéro 1. C'est le problème numéro 3 de cette disparition de la banquise. Oui, l'ours, il vit sur la banquise. C'est depuis l'Alaska, alors on devrait dire que c'est le grand voyageur. Les Inuits l'appellent Nanook, le grand voyageur. Il y a dans le monde une centaine de chercheurs et tout le monde s'amuse à mettre des colliers émetteurs autour des coups de ces ours. Surtout d'ailleurs des femelles qui sont suivies parce que les mâles ont un très gros cou et ils perdent leur collier plus facilement. Et on se rend compte que les ours marchent environ 3000 km par an. C'est absolument gigantesque, c'est énorme. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas rester à un endroit, tout simplement. C'est un milieu naturel, la banquise, qui bouge tout le temps. Lors des voyages, quand nous débarquons, après avoir vu qu'il n'y avait pas d'ours, quand nous débarquons sur la banquise, cela prend un certain temps. Et nous avons toujours l'habitude de poser ce qu'on appelle un GPS sur la glace. Et quand on revient à bord, 1 heure, 2 heures après, on s'est déplacé de plusieurs kilomètres. La banquise est un milieu non seulement froid, où en hiver, il peut faire moins 30, moins 40, ou moins encore que les femelles d'ours soient dans une tanière à ce moment-là, mais les mâles, eux, sont à l'extérieur. Un milieu très froid, mais un milieu qui bouge le temps. Ce qui fait que l'ours a été obligé d'être et de s'adapter de manière extraordinaire à un environnement changeant en permanence. Pour ça, d'abord, quelle bonne protection? D'abord, il faut être un peu costaud. Et l'ourselet, 300, 350 kilos pour les femelles, 400, 450 kilos pour les mâles. C'est un sacré poids déjà, mais surtout, il est protégé du froid par de la graisse, une grosse épaisseur de graisse. Un ours mange à 90% des phoques. Et quand il mange un phoque, il mange d'abord la graisse, ensuite, on va dire les tripes, les entrailles, pleines de graisse, et ensuite seulement la viande, et accessoirement les os où il y a aussi de la graisse. Mais l'ours, je dirais, c'est un graissophage. Le terme n'existe pas en français, mais c'est la graisse qui l'intéresse. Et il se fait sa graisse ainsi. Puis ensuite, il a évidemment l'équivalent d'une laine polaire, une petite bourre polaire, voilà. Et puis il a les poils extraordinaires qui le protègent du froid. Et quand on a une photo thermique d'un ours, on ne voit qu'au niveau des yeux, un tout petit peu au niveau des oreilles et au niveau du nez, quelques points qui montrent qu'il y a une petite perte d'énergie. Pas de perte calorique ou d'énergie au niveau des pattes. Les pattes, c'est le moyen de déplacement et le moyen d'attaque pour l'ours. Des pattes extraordinaires, 4 pattes, avec des paluches, on ne peut pas parler de mains ou de pattes, ce sont des paluches de 30 cm, 25-30 cm de longueur, et au bout, il y a 5, l'équivalent d'une lame d'Opinel numéro 8. C'est énorme. Et avec des dents qui font, pour les canines, entre 5 et 6-7 cm. C'est un carnivore, c'est le plus grand carnivore terrestre, c'est une façon de parler. Ils ont 4 pattes du monde, il y en a des plus grands, mais ils sont marins. Et donc l'ours, pour supporter le milieu et pour vivre le milieu dans lequel il est, avant tout, doit pouvoir manger des grandes quantités, environ 35 kilos par jour. Un ours mange beaucoup, beaucoup. Et quand il tombe sur un phoque bien grassouillet, il peut presque le terminer ou en prendre une grande partie en mangeant 5, vraiment en se remplissant la panse de 50 kilos de viande. Voilà. Donc l'ours doit d'abord être en bonne santé et puis ensuite, évidemment, il doit pouvoir se déplacer. Pour avoir une taille
Alors, les ours en Alaska, au Canada, en Amérique sont toujours un peu plus gros. Vous savez que les Américains font tout en plus gros que les Européens. Hein. Et enfin, c'est lié à des raisons biogéographiques. Hein. C'est pas de la géopolitique, c'est de la biogéographie. Disons que il y a des records d'ours hein, qui flirtent avec les 900 kilos ou plus, hein, ou qui ont alors 3 mètres. Mais en général, un ours, je dirais, développé en hauteur à 2,50 mètres, et le poids, je l'ai déjà dit, et puis il vit en moyenne 22 ans. Évidemment, en captivité, dans les zoos, il vit plus longtemps, 30 ans, 36 ans, c'est le record du monde, mais ce sont l'équivalent d'EHPAD, hein, si je puis dire, des zoos, hein, des endroits où on fait vraiment très très attention aux ours. Dès qu'ils ont un rhume, on les soigne et tout. Donc, mais dans la nature, l'ours vit 22 ans et la femelle met bas 2 jeunes environ tous les 3 ans. Hein. Donc, autant vous dire que l'accroissement de la population mondiale, que l'on estime à environ 25 000 ours environ pour le moment, est d'environ 1500 ours par an. Voilà. Donc, voilà, juste quelques mots d'introduction pour vous dire aussi que, je dirais pour finir cette introduction, on pense qu'on avait probablement quelques dizaines de milliers d'ours au début du 19e siècle, 1800 et quelques, quand il n'y avait que les Inuits qui prélevaient l'ours de manière très parcimonieuse, avec un énorme respect. Je ne prendrai qu'un seul exemple. Pour les Inuits, le dieu, ou devrais-je dire la déesse suprême, est la mère nourricière, et Sedna, la déesse, je dirais, pour parler un peu simplement, je vous prie de m'en excuser, de la mer. Et Sedna était entourée, ou avait un traîneau entouré d'ours blancs, 12 ours blancs. C'est vous dire, l'ours, c'est vraiment l'animal symbole pour les Inuits. Quand on tuait un ours, c'est dans le nord-ouest du Groenland, on amenait la dépouille de l'ours et on lui donnait de l'eau douce, parce qu'on pensait faussement qu'à force d'être sur la mer et de n'avoir que de l'eau salée, pourtant il y a de l'eau douce par la fonte de la neige sur la mer, mais bon, on pensait qu'il en avait un peu assez de l'eau salée, on lui offrait de l'eau douce, suprême cadeau, remerciement pour que son esprit reste sur la banquise, aille vers d'autres ours ou vienne dans la communauté inuite. Donc, si ce n'est le monde inuit qui avait énormément de respect pour les ours, ben ensuite l'homme blanc, lui en avait beaucoup moins. Et sur les, allez, on ne sait pas exactement, mais au moins 50 000, peut-être 80 000 ours qu'il y avait au début du 19e siècle. La population a chuté à 5 à 7 000 dans les années 1960-1970. Il y a eu une chasse terrible aux ours. Je ne prendrai qu'un seul exemple au Svalbard de Spitsberg. Sur l'est, il y a une île qui s'appelle Halfman-Øya et il y avait un trappeur qui en 1946-47 a tué 145 ours en un seul hiver. C'est un exemple parmi d'autres, mais ça a été des massacres et des massacres d'ours. En 1973, ça a été le seul pacte entre le pacte de Varsovie et l'OTAN, où on s'est entendu sur le plan, je dirais, de l'écologie, de l'environnement. C'est le pacte de protection des ours blancs. Et la Russie, à ce moment-là, l'Union soviétique, pardon, à ce moment-là, protégeait déjà l'ours blanc. La Norvège a interdit la chasse et ailleurs, la chasse a été limitée. Et c'est ce qui a fait que les populations d'ours blancs aient bien repris. Et ce qui les empêche actuellement de reprendre plus, c'est tout simplement le fait qu'on en tue. C'est le problème numéro un. Hein. Et il faut le voir quand même en face et le dire haut et fort. Hein. C'est le fait qu'on en tue encore. Hein. Au Nunavut, on en tue environ 800-900 par an. Au Groenland, on en tue 200-250 par an. En Russie, on en braconne beaucoup. La militarisation de l'Arctique voulue par M. Poutine veut qu'on tue encore plus d'ours. Sur l'île Wrangel en Sibérie, il y a une autorisation de tuer environ 250 ours qui a été tué. Donc, si vous voulez, la chasse, enfin le fait de le tuer, représente de nos jours encore, dans l'immédiat, le problème principal de l'ours blanc, à terme évidemment, c'est la disparition d'une partie de son habitat qui est la banquise. Enfin, écoutez, quelques mots d'introduction et je m'arrête parce que je pourrais vous parler longtemps d'ours. Je voudrais surtout que vous puissiez, je voudrais surtout répondre à vos questions. Voilà. J'ai deux petites questions pour te relancer un petit peu. Tu parlais donc de la proie principale donc, de l'ours, qui est le phoque, bien sûr. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu sa manière, sa méthode de chasse du phoque, et puis ensuite, Oui, ensuite éventuellement expliquer aussi, est-ce qu'il y a d'autres proies aujourd'hui avec ce changement? Est-ce qu'il s'adapte? Est-ce qu'il a d'autres proies qu'il va aller chercher aujourd'hui? oui. Alors effectivement, ce sont deux questions. D'abord, la chasse. Le phoque est sa nourriture privilégiée.
Et il a 4 manières de le chasser. D'abord, vous avez au printemps, la banquise, ce n'est pas un grand étang blanc. La banquise, ce sont des plaques qui bougent au gré des courants, au gré du vent, et qui se heurtent. Il y a donc des fissures et il y a ce qu'on appelle des hummocks, des crêtes de compression. Et les phoques, principalement, il y a 6 grandes espèces de phoques dans l'Arctique, les phoques marbrés qui sont très communs, et les phoques communs qui sont communs aussi, mais surtout les phoques marbrés, mettent bas dans ces hummocks, dans ces crêtes de compression. Et l'ours au printemps, il sent le phoque, il sent les jeunes et il casse ces crêtes de compression pour manger les ours. Première possibilité. Deuxième possibilité, ça c'est principalement à l'automne et surtout au printemps, ben les phoques ont besoin de respirer. Ils entretiennent, chaque phoque entretient leur... Ceux qui ont vraiment la flemme, c'est 3-4 trous de respiration, les autres 8 à 10. Et selon les espèces, des trous de respiration. On les appelle d'ailleurs non pas des igloos, hein, mais des aglous. Ce sont des trous de respiration. Ils viennent régulièrement, évidemment. Moi j'ai vu au sud du Spitzberg, dans Hornsund, lors d'un de nos voyages, on a vu un phoque, un ours très loin. Il était sur la glace de mer et vous savez qu'on se donne comme objectif, nous autres grands espaces. Nous, on n'est pas des propriétaires de brise-glace qui cassent tout et qui moum, hein, ça, c'est pas notre genre. On est resté en bordure de la glace et on a observé l'ours. Il y avait un ours qui était là, devant un aglou. Les gens que j'avais avec moi, on n'était qu'un bateau de 12, avec 12 passagers, tout le monde en a eu marre. Quoi. Et tout d'un coup, ben, il a pris un phoque. Mais c'était au bout de 2 heures et demie, et parfois ça dure encore plus longtemps. L'ours doit être très patient, un peu comme un chat, comme d'autres prédateurs. Ça, c'est le deuxième type de chasse, donc à l'aglou. Troisième type de chasse, ben, c'est quand l'ours approche un phoque, quand il a repéré un phoque sur la banquise. Alors il l'approche, je ne veux pas être trop long, enfin il l'approche en général dans l'eau, il regarde bien les alentours et puis il le prend au dernier moment, mais ça ne marche qu'une fois sur 10, hein, cette chasse. Hein. Et enfin, il y a une autre chasse qui est très rare, mais qui est documentée et que moi-même j'ai déjà vue à plusieurs reprises. On l'appelle la cavalerie, c'est pas la cavalerie d'entreprise, hein, ça c'est des aspects comptables qui sont pas bien, mais c'est la cavalerie de l'ours, c'est-à-dire que l'ours court. Et c'est pas bien parce qu'il perd beaucoup d'énergie, mais dans les endroits où il y a des concentrations de phoques, et je pense notamment aux concentrations de phoques du Groenland, où je pense notamment aux morses, et je vais revenir à ce point que tu as soulevé tout à l'heure, Mathieu, effectivement, par rapport aux morses cette fois-ci, mais quand il y a beaucoup de proies, l'ours se déplace assez vite et il essaie de surprendre les proies. Mais c'est un type de chasse qui n'est pas donné à toutes les ours. C'est alors à la deuxième partie de la question, à la deuxième question, est-ce qu'il y a d'autres proies alternatives? Alors bon, c'est clair, c'est documenté. Durant les périodes très chaudes, l'ours a pu survivre, l'ours blanc a pu survivre en bord de mer grâce aux baleines. Et moi, je voudrais vous dire quelque chose que j'ai vécu. Alors, vous savez, le fait d'avoir l'âge que j'ai, ça a beaucoup de désavantages, hein, mais ça a un avantage, c'est qu'on a un peu de recul. Et au début, quand j'allais au Spitzberg, puisque c'est là où on voit principalement des ours, je voyais pas de baleine. Quand on voyait une baleine, je me souviens de l'autre fois, les bons qu'on faisait quand on voyait une baleine. Maintenant, quand on va au Spitzberg, en général, on voit plusieurs baleines. Heureusement, grâce au moratoire, puis grâce à l'interdiction de la chasse à la baleine par la plupart des États, les baleines reviennent. Elles sont plus nombreuses. Mais étant plus nombreuses, il y a aussi plus de baleines mortes. Elles meurent en mer, mais elles arrivent sur la plage. Et lors des périodes chaudes, depuis 2 millions d'années, hein, depuis l'ère quaternaire, et depuis 650 000 ans ou 150 000 ans, l'ours a pu survivre grâce aux cadavres de baleines. Donc on voit de plus en plus d'ours qui sont autour des cadavres de baleines et on a eu l'occasion d'en observer. C'est d'ailleurs le seul moment où l'ours n'est pas individualiste. Parce que là, il y a ce qu'on appelle des agrégations ou des rassemblements dits en termes d'écologie ou de comportement de détresse, c'est-à-dire que c'est l'occasion pour plusieurs ours de se retrouver ensemble, et quand il y a assez à manger, on mange tous ensemble. Sinon, l'ours, c'est un farouche individualiste. Hein. Et donc, baleine, d'une part, et morse. Vous savez, moi je suis de ceux qui sont quand même modérément optimistes sur certains points, parce que quand on prend les moyens de conserver une espèce, on y arrive. Et le morse, c'est pareil.
Le morse, depuis 1952, est protégé au Spitzberg en mer de Barents, donc en terre François-Joseph aussi, en Russie, etc. Et maintenant, les morses augmentent de 8% par an, la population. C'est beaucoup, mais il peut encore y en avoir plus. C'est pas parce qu'il y a 4000 ou 4500 morses au Spitzberg qu'il ne peut pas y en avoir 10 000. Dans le temps, il y en avait des dizaines de milliers. Hein. Bon, mais grâce à ça, l'ours a également des nourritures nouvelles, alternatives, je dirais. Et l'ours commence à s'attaquer aux morses au point que quand, en croisière expédition, j'étais souvent chef d'expédition, euh, quand on dit, allez, on va approcher un groupe de morses, moi, mon premier truc, c'est de demander à mon équipe de mettre 3 veilleurs à la passerelle pour être 100%, on ne l'est jamais 100%, mais 99% sûr qu'il n'y a pas d'ours dans les parages et qu'on ne débarque pas 50 personnes et qu'il y a un ours qui vienne vous dire bonjour. Hein. Enfin, j'étais un peu long pour répondre aux questions, mais continuons avec les questions. Alors, je vais rebondir un petit peu sur les morses. C'est vrai que l'année dernière, on a voyagé ensemble et on a eu l'occasion de faire une belle observation, une observation qui est assez rare au Spitzberg, au Svalbard, puisqu'on a observé une attaque d'ours sur des morses. De le voir en vrai, c'est quelque chose d'extrêmement impressionnant. Et donc ça, c'était quelque chose que je souhaitais partager avec vous. Donc je vais vous raconter un petit peu cette histoire de cette observation. On est à Torell-Neset, donc sur la côte ouest-sud-ouest de la terre du nord-est de l'archipel du Svalbard. Et en fait, on était allé naviguer proche du Brazzaville, donc la terre du nord-est qui vient s'écouler en mer. Et donc, on allait chercher, on avait entendu parler qu'il y avait un ours qui tournait près de Morse et on est tombé dessus en naviguant. Non, en réalité, non, si ma mémoire est bonne, on voulait aller débarquer pour voir les morses et en arrivant, on a vu qu'il y avait un ours en train de manger une carcasse de morse. Donc, du coup, super. Et on est tombé donc sur cet ours qui était voilà, en train de manger une carcasse. On ne savait pas trop ce que c'était d'ailleurs au moment où on est arrivé. On n'était pas tout à fait sûr. On l'a vu d'ailleurs après aller à l'eau. Là, Christian, je te laisse expliquer un petit peu ce que fait l'ours quand il va à l'eau comme ça, quand il mange. Bah, disons que là, on est arrivé sur un ours, euh, j'ose pas dire affamé, parce qu'il il a déjà le ventre remondi. Vous savez, quand on voit, entre scientifiques, quand on voit un ours, on le classe de 1 à 5. 1, c'est chétif, malingre, passera pas l'hiver, moins de 200 kilos. Regardez, là, il a le ventre pendant. Alors, il n'est pas gras de chez gras, c'est pas un ours numéro 5, mais c'est un ours numéro 4. C'est un ours qui va bien passer l'hiver. S'il fait moins de 200 kilos, il passe pas l'hiver. Hein. Moins de 190 pour être précis. Mais là, donc, on s'est rendu compte déjà que il avait bien mangé. Il avait pris un morse et on va le voir par la suite, il va essayer de prendre un autre morse. Donc, lui, quand il va à l'eau, si vous voulez, allez, vous avez tous, toutes et tous, déjà trop mangé, beaucoup mangé. Et parfois, vous allez vous reposer et parfois, cooling. Vous allez dans l'eau. Bon, ça se fait pas quand on a des invités qu'on a beaucoup mangé d'aller prendre un bain. Mais disons que l'ours, quand il va dans l'eau, il rabaisse sa température corporelle et ça lui permet de remonter ensuite et de manger toujours. Alors regardez, il met notamment le nez, l'organe le plus sensible qui lui permet de comprendre de quoi son environnement est fait. Il garde les yeux à l'extérieur, c'est pas très important, mais on était là avec 2 zodiaques et à ce moment-là, il voit un peu comme nous, un peu plus flou que nous. Hein. Il voit moins de couleurs que nous, mais il voit quand même. Donc, il se refroidit le nez, il se refroidit le corps, mais il regarde quand même ce qui passe. Voilà cette image. Et puis ses grosses fesses sont à l'extérieur, ce qui montre clairement, quand un ours est affolé par des gens, hein, par des touristes ou par d'autres, ben il a que la tête qui dépasse. Là, là, il est en plus en bord de côte, évidemment. Mais quand il y a le haut du corps qui dépasse, ça veut dire qu'il est simplement en train de se refroidir. Donc, du coup, on a pu s'approcher de cet ours et profiter d'une très belle observation d'ailleurs. Alors, c'était assez amusant parce qu'il y avait un défilé de morses, du coup, qui passait. Donc, les deux s'observaient. Donc, les morses observaient l'ours observait le morse. Et voilà, donc c'était des images assez intéressantes. Là, on a vraiment une image vraiment de faune avec une mouette ivoire qui est en train d'essayer de grappiller un petit peu quelques morceaux de la proie de l'ours, en même temps des goélands aussi qui sont là, et puis ce morse qui jette un regard sur l'ours. Là, c'est un plan large. On avait pu faire décoller le drone pour voir un petit peu. Donc, on voit en bas à droite de l'image, on a l'ours qui est avec sa carcasse. On voit d'ailleurs qu'il a dû la traîner depuis l'eau. Donc, il a peut-être sauté dessus. On ne sait pas trop comment il a pu l'attraper. Et il a traîné justement sur la plage. Et tout à gauche, on a donc cette échourie de morse qu'on allait à l'origine voir pour faire un débarquement.
Et là, on a pu observer quelque chose d'assez incroyable. Je me souviens, on avait rembarqué les Zodiacs, on s'apprêtait à partir. Et puis, je ne sais plus qui, je crois que c'était Christian d'ailleurs, qui avait dit, attention, l'ours se rapproche des morses. Et là, on a pu assister à un spectacle de 3 tentatives d'attaque successives sur ces morses. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on le voit tourner, marcher autour et tenter. Donc là, il tente une première attaque qu'il a ratée. En fait, il va attaquer le groupe par derrière. Et du coup, le groupe va se mettre majoritairement à l'eau. Et donc, sans qu'il réussisse à en attraper un. Il va repartir et puis ensuite il va revenir. Là, on voit encore, on est sur une image de drone, on voit le point blanc juste à côté du tas de morses et on voit aussi des groupes de morses qui sont à l'eau. Donc l'ours aussi il est un petit peu encerclé aussi par tout ça. Il y a aussi une information qui est assez intéressante, c'est que si on regarde en haut à gauche du tas de morses, on voit une traînée qui va vers l'intérieur de la Terre. Et au drone, en fait, on a pu voir que c'était aussi un cadavre de morse. Donc cet ours-là, elle avait déjà attrapé deux proies. Donc il était plutôt en bonne forme. Il arrive quand même à faire des belles tentatives. Nous, on n'a pas vu une tentative réussie. Mais celle-ci était très intéressante parce qu'il est passé tout proche de réussir. Donc de la même manière, il va s'approcher tout doucement de ce tas de morses, tout doucement, et en essayant de les effrayer. En fait, son objectif, c'est d'en isoler un, et plutôt un petit, un jeune. Sur des photos, alors que je n'ai pas ici, on voit d'ailleurs des jeunes qui se mettent quasiment sur les morses, les femelles, mais qui vont vraiment se mettre au milieu du groupe. Et là, on le voit, il y a un jeune en fait, qui s'est un petit peu trop avancé, et là, l'ours va lancer une attaque vraiment fulgurante et essayer de lui sauter dessus. À ce moment-là, le jeune va essayer d'aller vers l'eau, où il y a d'autres morses qui pourraient éventuellement le protéger. Et il va quand même réussir à l'attraper. Donc, vous voyez, il va s'agripper en essayant d'accrocher son cou avec sa gueule et puis s'agripper avec ses griffes. Il faut savoir que le morse a quand même une peau très costaud, un cuir très costaud avec une épaisseur de gras important, même chez les jeunes, ce qui fait que pour toucher un organe vital, c'est compliqué, même pour l'ours. Et là, on le voit, il est vraiment accroché dessus. Il essaie vraiment de le tirer, mais le jeune arrive à aller à l'eau. Et du coup, l'ours rate son attaque finalement, et donc il va s'en aller. Là, ce point de vue est intéressant parce que justement, on voit les différents tas de morses et puis l'ours qui tourne autour et qui a essayé vraiment à plusieurs reprises d'aller les attraper. Je vais vous partager juste une petite vidéo prise de drone. Alors, d'abord, une vidéo qui était prise à la caméra. C'est intéressant comment s'approcher et comment il va tenter une attaque un petit peu fulgurante. Alors là, il ne va pas jusqu'au bout. Et vous voyez, il a accéléré Oh là là, oh là là. manière un petit peu Apprends les gains. alors sans réussite. Et là, c'est une dernière petite vidéo qui va montrer juste comme l'ours va contourner doucement le groupe. Et d'ailleurs, c'est sa dernière tentative. Là, c'est intéressant parce qu'on voit un gros morse, une femelle d'ailleurs qui vient essayer de se mettre à l'eau. Mais il y a une espèce de face-à-face très intéressant entre les deux. Et l'ours va remonter ensuite vers l'arrière du groupe. Et c'est là où il va malheureusement rater cette dernière attaque. Et après, il va s'en aller. Et nous, on partira aussi. On va les laisser tranquilles. Et du coup, on va voir là, il va passer derrière, il va faire peur au groupe. Et le groupe va aller se mettre à l'eau. Et là, pour lui, ça sera terminé sur cette attaque. Alors, juste un petit clin d'œil sur cette vidéo avant de la commenter un peu plus techniquement. C'est intéressant parce qu'en fait, sur cette vidéo, si je reviens un peu en arrière, il se passe plein de choses. On a bien sûr les morses et l'ours, mais aussi on a une attaque aussi pour les yeux les plus aguerris. On verra qu'il y a une attaque entre un lab, un parasite, et une mouette, et qui se courent après. Donc, au milieu de cette scène, on a vraiment une espèce de concentré sauvage assez génial. Donc, est-ce que Christian, tu voudrais intervenir justement dessus pour raconter un petit peu aussi tout ça? Oui, mais tu l'as très bien raconté, Mathieu. C'est une observation. Ce que je voudrais dire, c'est qu'à ce jour, malheureusement, ça ne va pas continuer pendant longtemps. Hein, c'est impossible. Mais depuis 25 ans, chaque fois qu'on est allé en été au Spitzberg, on a vu des ours blancs. Hein. Donc, parfois, on en a vu une fois, on n'en a vu qu'un seul. Une fois, on en a vu 3. Mais en général, lors d'une croisière, on voit une dizaine d'ours. Et puis, il y a des records, mais les records, j'en parle pas. Voilà. Mais parfois, on a vu beaucoup d'ours. Et donc, ce type d'observation est toujours très sympa. Alors, concernant l'interaction avec les morses, on l'a vu à plusieurs reprises, cette interaction avec les morses. Et traditionnellement, je me souviens, moi, au début, enfin, quand je faisais ma thèse, donc il y a un bout de temps, on parlait toujours de l'île Vrangiel en Sibérie, et où il y a des grandes échories de morses, et c'était le lieu au monde où l'ours s'était spécialisé sur les morses. Justement, avec le type de chasse numéro 4 dont j'ai parlé auparavant, c'est-à-dire il vient, il court, enfin ce qu'on voit ici, il marche lentement, mais ensuite il court, quoi. Il fait des attaques fulgurantes.
Et c'était le seul endroit. Mais maintenant, et heureusement, alors bon, globalement, les populations de morses, ça va dans le monde. Hein, il y en a 250 000, il y en a environ, un peu plus même, il y en a environ 250 000 dans le Pacifique, il y en a 25-30 000 dans l'Atlantique, quoi. Mais bon, il y a quand même des endroits où le morse se porte bien. L'île Wrangel, en Sibérie, et puis d'un autre côté, au Spitzberg et en terre François-Joseph. Et là, l'ours prend de plus en plus de morses. Alors, de jeunes morses, parce que les dents ont beau avoir 5 cm, le morse a un cuir que les Inuits, les Esquimaux d'ailleurs utilisent, hein, c'est pour faire des oumiacs, pour faire les bateaux de rameurs ou de rameuses, parce que c'était les dames, les femmes qui ramaient dans ces bateaux, principalement les oumiacs, c'est fait avec la peau de morse, hein, très, très, très solide, on peut le tirer, elle est très très solide. Alors cette peau, elle est très solide, en plus, imaginez l'eau qui conduit 22 fois mieux la chaleur que l'air. Les morses sont dans l'eau quasiment, sauf sur les échoueries en permanence. Et donc, évidemment, il leur faut une sacrée couche de graisse. Rajoutez à cela, aux 2-3 cm de cuir, vous rajoutez 5, 6, 7, 8 cm de graisse. Les dents de l'ours n'arrivent pas à pénétrer ou à toucher les organes vitaux des morses. Et l'ours le sait. C'est pour ça qu'il va vers les jeunes morses et que sa technique favorite, et ça on l'a vu, moi j'ai vu déjà 2 fois où ça a marché, c'est qu'il voit un groupe de morses. Alors c'est pas ce qu'on a vu, mais il voit un groupe de morses et il fonce carrément dans les morses. Voilà. Et il espère que les morses soient suffisamment maladroits pour écraser un jeune. Et à ce moment-là, il prend le jeune. J'ai déjà vu ça 2 fois sur l'île Blanche, au Spitzberg, et une fois en terre François-Joseph. Mais c'est aussi une technique de chasse. Et pour moi, c'est toujours fabuleux, quoi, mais totalement fabuleux de voir ces 2 monstres. Le morse qui fait 1,5 tonnes, quoi, plus parfois, et l'ours, symbole de l'Arctique, ensemble. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Alors, tu as parlé justement des régions aussi où on peut, enfin, où on va le voir chasser notamment le morse, sur de l'île Wrangel. Quels seraient les meilleurs endroits ou les endroits les plus propices du coup pour l'observer? On a eu pas mal de questions sur le Groenland, le côté de la côte est, la côte ouest, est-ce que c'est le Spitzberg, etc. Voilà, si on devait un petit Ouais. peu résumer, quels seraient les meilleurs endroits pour l'observer? Il y a 2 pages. D'une part, vu de loin, sur les 25 000 ours, 9 ou 10 000 dans le nord canadien et alaskan. Donc, j'ai envie de dire, là où il y en a le plus, c'est en Alaska, c'est principalement dans le nord canadien. Sur les 20 populations d'ours connues, il y en a 11 dans le nord canadien. Moi, il m'est arrivé d'être dans le détroit de Lancaster, donc c'est de l'autre côté de Tulé, au Groenland, dans le détroit de Lancaster. Merci Mathieu, tu le montres. C'est ce grand détroit qui est entre l'île Bylot et Baffin au sud et puis l'île Devon. Et dans la journée, on mettait même plus les zodiacs à l'eau, quoi. Je veux dire, on voyait 10 ours le long de la côte, mais nous, voilà, il fallait qu'on aille quelque part, et puis on avait déjà vu beaucoup d'ours, etc. Il y a aussi une baie, la baie de Cobourg, qui est connue pour les ours. C'est un endroit vraiment bien, le nord canadien. Hein. On parle beaucoup de Qikiqtarjuaq aussi, comme étant un bon lieu pour les ours. Bon, voilà, bref. Mais, il y a un énorme mais. Que ce soit au Nunavut, que ce soit au Groenland, les ours sont chassés. On a organisé l'an dernier 2 voyages au Groenland sur l'Ocean Nova. L'un qui est parti du Spitzberg et qui a vu la côte est et sud. Il y a un ours qui a été vu. Il y a un autre qui est allé vers Tulé, il y a un ours qui a été vu. Et d'autre part, dans le Scoresby-Sund, le Scoresby-Sund est connu pour ses ours. Il y a une population d'ours permanente, mais on les voit mal parce qu'ils sont très, très farouches. Et même nos meilleurs spotters, nos meilleurs observateurs, dont je crois je suis, hein, on les voit difficilement. Parce que quand ils entendent un bateau au loin, c'est un peu comme les narvals, qui sont extrêmement farouches. Il y en a beaucoup. Les Inuits en tuent beaucoup, mais ils sont très farouches. Dès qu'ils entendent un bruit, hop, ils se mettent dans l'eau et se cachent derrière un morceau de glace. Donc, je dirais qu'il y a des ours un petit peu partout, mais il y a un endroit, c'est ça que je voulais dire, où on peut. Alors, pour le moment, d'ailleurs, Mathieu, si tu permets, je ferai une petite parenthèse là-dessus concernant la Norvège. Il y a un endroit où on peut l'observer facilement, c'est le Spitzberg. Il est protégé depuis 1973, strictement protégé. Il n'y a pas de braconnage et au Spitzberg, on peut voir des ours. C'est là qu'on le voit, je dirais, le plus facilement.
allez, oserais-je dire, parce qu'il y a beaucoup de voyageurs, le moins cher, parce que c'est au droit de l'Europe, ça ne vaut pas la peine de faire des dizaines d'heures d'avion pour les voir, hein, je veux dire, voilà, le Spitsberg, et puis surtout parce que les mers autour du Svalbard, du Spitsberg, sont très très riches, donc il y a beaucoup de poissons, donc il y a beaucoup de phoques, hein, il y a beaucoup de coquillages, donc beaucoup de morses, et donc beaucoup d'ours, puisque vous savez que ce n'est pas l'ours ou les prédateurs qui limitent les proies, c'est la disponibilité des proies qui limite le nombre de prédateurs, hein, en écologie. Donc, indiscutablement, pour voir des ours, il faut aller au Spitzberg. Et là, ça vient dans le flux de la conversation, ne prenez pas ça pour un aspect commercial, mais je veux quand même à la fois taper du poing et d'autre part dire quelque chose au effort. C'est que le 9 janvier, le gouvernement norvégien a accepté les conclusions d'un rapport, non pas d'un groupe d'experts, mais de l'Institut norvégien pour protection de la nature, NINA. Et cet institut, après avoir consulté, etc., n'a pas changé d'opinion et a dit il faut que le Svalbard soit l'endroit le plus protégé de l'Arctique. Tant mieux, bravo, ça c'est génial. Il y a 8 parcs nationaux d'ailleurs dans lesquels tout est contrôlé, y compris le tourisme. Sauf évidemment les potentiels d'exploitation gazière et minière. Il ne faut pas oublier non plus quand même que les Norvégiens, ce sont des grands gaziers et des grands pétroliers. Hein. Et puis que accessoirement, évidemment, on peut chasser la baleine, parce que c'est encore le dernier pays à chasser la baleine. Mais bon, vous allez croire que j'en veux à nos amis norvégiens. Non, mais je leur en veux. Je leur en veux parce qu'à partir de 2024, ce rapport a été accepté par le gouvernement et ce rapport dit qu'on n'a plus le droit d'approcher l'ours à moins de 500 mètres. De nos jours, qu'est-ce qui se passe? De nos jours, nous n'avons pas le droit de déranger l'ours et de l'approcher à moins de 50 mètres. Mais ça fait des images comme celles que j'ai vues. Les images de drones superbes ou les photos qui ont été prises par Mathieu et d'autres de cette attaque ont été faites à 500 mètres. Avec un bon téléobjectif, on fait beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Et on peut bien photographier des ours. Mais mesdames et messieurs, je vous dis, à partir de l'an prochain, vous oubliez le Spitsberg. Alors, pas totalement, parce que on ira nous autres sur la banquise, en dehors des eaux territoriales norvégiennes. Et où là, on tankera le bateau dans la banquise, et puis on attendra qu'un ours vienne, parce que ça arrivera tôt ou tard. Mais quand il y a un détroit et qu'il y a un ours de 500 mètres de large, par exemple, et qu'il y a un ours, on n'a pas le droit de passer le détroit. C'est exagéré franchement. Parce que quand je prends rien que l'exemple du Svalbard, depuis 40 ans, un ours, c'était il y a quelques années, avec le parc Bremen, un ours a dû être tué en self-défense. Donc c'est un ours sur les 1300 tués par an. En revanche, le camping qui va continuer à être permis et qui est une catastrophe au Spitsberg, on ne devrait pas le permettre, le camping. Camper dans des zones à ours, pensez donc. Hein. Le camping a fait en sorte qu'on soit obligé de tuer une vingtaine d'ours. Et d'autre part, le Spitsberg a aussi des résidences secondaires, parce que quand on habite à Longyearbyen, on a sa petite cabine, c'est très norvégien, c'est très scandinave d'avoir sa petite cabine, même si elle n'est qu'à 5 km ou à 20 km de la ville. Et là aussi, quand l'ours vient et attaque une maison, on le tue, quoi. Voilà. Il y a 3 types de tourisme, je dirais. Il y a le tourisme de proximité qui fait que il y a une trentaine d'ours qui a été tués. Le tourisme d'aventure, une vingtaine d'ours de tués. Le tourisme de croisière. Alors sur les 2 premiers tourismes, le gouvernement norvégien n'intervient pas, mais voilà, il tape sur les croisiéristes. Alors, qui continuent à taper, on ira voir des ours ailleurs. Hein. Mais ce que je veux vous dire surtout, c'est que on ira quand même continuer à voir les ours, mais on les verra beaucoup moins, infiniment moins bien sur la terre ferme. On ira les voir sur la banquise. Et puis, d'autre part, si vous voulez voir des ours, si vous avez assez d'autonomie, venez cette année plutôt que l'an prochain au Spitsberg. Sur ce, il y a toujours des ours un peu partout. Alors, moi, j'ai une tendresse particulière, un intérêt particulier pour la côte nord-est du Groenland. Pendant longtemps, quand on regardait au sein du groupe ours de l'Union internationale pour la conservation de la nature, sans jeu de mots, il y avait un grand blanc. C'était pas l'ours, c'était la méconnaissance de la côte est du Groenland. Donc, on connaissait assez bien les populations d'ours, y compris celles que les journalistes ont redécouvert, et puis une scientifique américaine qui a fait tout un barda au sud du Groenland, une population que tout le monde connaissait, les Esquimaux, mais même des gens en barque, et puis les compagnies d'hélicoptères en hélicoptère pour voir les ours au sud du Groenland. Bon, mais enfin, en dehors de ça,
encore une fois. Vous voyez, je m'énerve de temps en temps parce que quand on connaît bien un sujet et qu'on voit comment d'autres le traitent, on s'énerve parfois. Et je vous prie de m'en excuser, chers amis. Mais donc, tout ça pour dire que sur la côte Est, pendant longtemps, c'était un grand blanc. Et puis ensuite, on s'est dit, ah, il y a une centaine d'ours. Et puis ensuite, on s'est mis avec des calculettes. Et on a regardé les Esquimaux, les Inuits d'Itokortormit, qui sont à l'entrée du plus grand fjord du monde, qui est le Scoresbysund. Merci, ça c'est vraiment en direct, Mathieu. On voit Ittoqqortoormiit, et on voit le Scoresbysund, 313 ou 335, ça dépend, kilomètres de longueur. Il tuait quand même, il y avait une dizaine de chasseurs, et il tuait pendant 20 ours. Mais comment? Avec une centaine d'ours, on pouvait en prélever 20 sans qu'il y ait un problème. Et très rapidement, on s'est rendu compte, simplement en faisant des règles de 3 d'une part, et surtout, bon, j'étais de ceux qui ont étudié la population d'ours de l'intérieur des fjords, de toutes ces fjords, le fjord de l'empereur François-Joseph, tout ça au nord, et on s'est rendu compte qu'il y avait une forte population d'ours. Il y a probablement un petit millier d'ours blancs sur la côte est du Groenland, et dans le temps, vous savez, moi j'étais aussi, comme mes amis de Beaune et de Sierre derrière le téléphone, je disais, l'est du Groenland, c'est pas évident. Non, maintenant on ne dit plus. Non, on voit des ours sur l'est du Groenland. L'endroit où on a le moins de chances d'en voir, c'est certainement l'ouest du Groenland. D'abord parce qu'il y a peu de banquise et ensuite parce qu'il est chassé. Le plus de chances, c'est le Spitzberg et un petit peu la terre François-Joseph, mais ça, malheureusement, il y a la grande base russe de Nagurskoye et puis il y a surtout ce tyran au dictateur de Poutine qui fait que ce ne soit plus un lieu fréquentable maintenant. La Nouvelle-Zambie aussi, la Nouvelle-Zambie était connue, elle a défrayé la chronique juste avant le Covid. Dans le sud de la Nouvelle-Zambie, qu'on voit à l'écran, là, il y a la base de Gulbaba, qui est qui est une base militaire. Et bon, les Russes n'étaient pas très, très précautionneux, ils jetaient leurs ordures et on voyait régulièrement une dizaine, une vingtaine d'ours dans le tas d'ordures et il y avait des ours qui déambulaient dans la base militaire. C'est triste, mais ça montre que l'ours s'adapte. Mais je voudrais pas qu'il s'adapte comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mathieu? Oui, bien sûr, il y a pas mal de questions. Il y a une question qui était sur la problématique, non, la manière dont va se déplacer l'ours. Est-ce qu'il se déplace plus facilement à terre ou, enfin, ou sur la banquise ou à l'eau? Est-ce que voilà, il y a tout un tas de débats aussi. Oui. Alors maintenant, l'ours s'appelle Ursus maritimus. Vous savez que même les noms latins changent parfois. Mais autrefois, on l'appelait Thalass arctos, l'ours de la mer. Maritimus, l'ours de la mer, voilà, c'est un animal marin. Il a 4 pattes, mais il est très à l'aise dans l'eau. Alors évidemment, les jeunes oursons, quand ils suivent la mer et que la mer se met à l'eau pour traverser une fissure dans la banquise, c'est mignon tout plein. Les jeunes ours se mettent sur le dos de la mer, ou alors ils crient pour que la mer aille en chercher un, puis ensuite l'autre. Enfin, on a vu des choses extraordinaires lors de nos voyages. Mais de manière générale, dès l'âge adulte, subadulte, l'ours nage facilement. Alors là, j'aime pas parler de record, quoi, mais il faut quand même avoir en tête que 100 km pour l'ours, c'est pas du tout un problème. Un jour, j'étais sur la côte nord-est du Groenland, large, à 25 km de la côte, on taillait notre route vers le sud. Et puis tout d'un coup, le commandant me dit, Christian, il y a un ours. Et l'ours, il venait du Groenland et il nageait vers l'Europe, vers la France. On a essayé de lui faire comprendre que c'était la mauvaise direction, il a continué. Mais pourquoi? L'ours est simplement à l'aise. Il avait dû sentir mieux que nous la banquise, grâce à son nez qui sent 67 fois mieux que nous, que nos nez, que sentir qu'il y avait de la glace, qu'il y avait de la nourriture au large, très au large, et il allait au large. Donc, l'ours nage facilement. En revanche, il marche. Il marche surtout, environ 3000 km par an. Alors, surtout les mâles, les femelles aussi, mais les femelles du mois de décembre, enfin fin novembre, début décembre, jusqu'au mois d'avril, ont une tanière. Elle repère un vieux névé, un vieux, c'est-à-dire un névé qui a passé l'été, c'est le principe même d'un névé,
elles creusent une petite tanière et elles se font recouvrir par la neige. Et c'est là qu'elles mettent bas. Comme cadeau de Noël, elles ont 1 ou 2 jeunes et les jeunes vont apparaître au mois d'avril. Mais encore une fois, ces jeunes, la première année, bougeront moins. Dans tout le monde animal, hein, traditionnellement, les femelles et les jeunes bougent moins que les mâles qui sont plus vagabonds. Hein. Mais dès la deuxième année, il commence à être très vagabond également. Et pour arriver ensuite à l'âge adulte, ayez cette idée en tête, 2-3 000 kilomètres, parfois plus, de déplacement. Et cela en farouche solitaire. Hein. Les mâles et les femelles se rencontrent une fois tous les 3 ans. Et ce ne sont pas les mêmes. Alors évidemment, quand une femelle n'a plus de jeunes et puis qu'elle sent le printemps venir et que le mâle voit une femelle à une belle peau d'ours avec des belles oreilles, mon Dieu, et puis des belles griffes, ils se disent, on est fait l'un pour l'autre. Alors ils se fréquentent pendant 8 jours et puis il se passe à la fin ce qui doit se passer. Et puis, mais la femelle, elle n'est pas très sûre si c'était bien le mâle finalement, le mâle non plus. Et puis du coup, ils font ça avec d'autres aussi. Donc la femelle ne sait jamais d'où qui vient l'enfant. Hein, voilà. Mais il reste que ensuite, ils ne sont plus du tout ensemble. L'ours est un farouche solitaire, sauf quand il y a ce qu'on appelle en termes d'écologie ou d'éthologie des rassemblements dits de détresse ou d'opportunité, c'est-à-dire une baleine morte. Une baleine morte, c'est 15 tonnes de viande au mois, hein, si ce n'est pour les baleines bleues, parfois 30 tonnes. Hein. Donc, à ce moment-là, évidemment, il y a un rassemblement. On a beaucoup parlé d'un rassemblement fabuleux. Le plus grand groupe, je dirais, rassemblement d'ours, c'était sur l'île Wrangel en 2017 ou 18, pardon, pour mes souvenirs. Pour le savoir exactement, il va falloir acheter un livre qui s'appelle L'ours polaire, mais Mathieu vous en parlera déjà plus exactement. Mais c'est pas nous qui l'avons vu, mais nous avions des personnes à bord de ce bateau. Nous avions un groupe de francophones à bord d'un bateau d'une compagnie qui s'appelle Héritage Expédition et qui, sur l'île Wrangel, autour de 2 baleines, a vu, tenez-vous bien, 167 ours. Mais c'est le record du monde. Donc, en général, c'est pas le cas. Quand on a une baleine, parfois on ne voit aucun ours. On attend. Quand on revient 2 jours après, il y a 2 ours. L'ours, c'est pas le Grand Nord, c'est pas le Kenya. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont pas les grands ou le Botswana ou le Zimbabwe. Ce sont pas les grandes colonies d'oiseaux ou les grands groupes d'éléphants, etc., etc. Non, c'est un milieu où la vie est dure, où les animaux sont faible nombre. Oh, merci beaucoup, Mathieu. Effectivement, voilà une image. Ah ouais. Alors, on avait un guide, et ce guide m'a rapporté, un de nos guides, Christophe, je ne pourrais pas te le dire, mais d'abord j'ai cru que c'était des moutons. Et ça me rappelait, j'ai vécu, alors ça je me souviens bien, en 1986, j'avais organisé les premiers voyages qui à ce moment-là n'étaient pas avec des bateaux, mais avec des zodiacs et sous-tentes. Et j'avais parmi les voyageurs un type extraordinaire, malheureusement décédé de nos jours, l'ancien chef des chasses d'Afrique équatoriale française, Marcel Bonnotte. On était tous les deux en Zodiac et moi je conduisais le Zodiac et je regardais vers le large et lui regardait vers la côte et il avait une grande barbe blanche et il s'est mis à grommeler dans sa barbe, couvrant à peine le bruit du Zodiac. Il y a des moutons au Groenland. Oh là là, je me suis dit, il s'embête, il a envie que je lui parle du Groenland et j'ai commencé à lui expliquer que oui, au sud du Groenland, il y avait des fermes à moutons, etc. Non, 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 non. Est-ce qu'ici, il y a des ours pardon, est-ce qu'il y a des moutons dans l'est du Groenland? Ah non, il n'y en a aucun. Il me dit, alors je vois 3 ours. Voilà. Donc, c'est vrai que ces taches blanches en bord de côte, quand vous en voyez dans le Grand Nord, en général, ce sont des ours. Et c'est bien ce qu'on cherche nous autres. Quand on est en croisière, il y a toujours, et pour ceux qui ont participé à ces voyages avec nous, il y a toujours des spotters, comme on dit dans notre jargon, hein, avec cet anglicisme, ou des gens qui sont là pour repérer des ours. Parfois, on repère beaucoup de cailloux blancs. Notre ami chef des opérations polaires à grands espaces, Marie Pellet, appelle ça des caillours. Hein. Mais c'est sûr que l'ours reste une motivation pour nous autres parce que c'est le symbole de ces régions. Et vous savez, l'ours, il a 3 problèmes. Et le tourisme est véritablement un lanceur d'alerte et une sentinelle. Ces régions polaires sont menacées maintenant, malheureusement, par la militarisation et qui n'est pas finie, dont on parle peu. Mais dans 2 ans, j'allais dire l'Union soviétique, pardon, la Russie
va mettre une base permanente flottante au pôle Nord. Enfin bon, c'est pas bien ce qui se passe là-haut. C'est encore pire ce qui se passe en Ukraine, mais c'est vraiment pas bien ce qui se passe dans l'Arctique non plus, avec les velléités d'appropriation russe. Et donc, l'ours, comme disait le président Kennedy en 1962, avant sa mort, qui possède le pôle possède le monde. Parce que le pôle est riche. Il y a 25% des réserves ultimes de gaz et de pétrole, et elles sont exploitées. Il y a les mers les plus productives du monde. Malheureusement, 70% des mers, 70% pardon, de la richesse des mers de Barents, d'Okhotsk, de Bering et de Beaufort sont déjà exploités, surexploités, et puis aussi, malheureusement, on tue l'ours. Et c'est toute la stratégie, c'est toute notre stratégie, c'est toute ma stratégie, et c'est celle que je veux impulser à grands espaces et qu'on met sur le terrain, c'est de faire en sorte qu'un jour, le tourisme apporte suffisamment d'argent aux communautés inuites pour qu'elle ait beaucoup plus intérêt. Vous savez, c'est souvent par des petites choses, de détails. Par exemple, subventionner une école où on apprenne l'anglais, pas que le danois et l'inuktitut, enfin, mais pour communiquer et pour faire en sorte qu'il y ait des ressources qui arrivent dans ces communautés et que l'ours blanc, dont le prix de la peau d'ailleurs est en train de chuter de manière vertigineuse, hein, et les Inuits disent il faut qu'on tue plus d'ours pour avoir plus d'argent. Non, non, continuez à tuer des ours, c'est dans votre tradition, ça c'est pas le problème, mais n'en tuez pas plus. Au contraire, on fait en sorte que l'argent vienne. Et le tourisme apporte cet argent. Vous savez, vous ne le savez peut-être pas, chers amis, mais chaque fois que vous mettez pied sur un bateau et que vous venez avec nous, vous payez 110 € par personne pour la protection de l'ours blanc. Enfin bon, dans d'autres endroits, comme au Rwanda ou en Ouganda, avec les gorilles, hein, on est arrivé à protéger les gorilles. Quand on arrive en Islande, le gouvernement islandais à un moment s'est dit, bah, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir tout ce tourisme qui regarde les baleines plutôt que de continuer à tuer les baleines. Et moi, ce que je veux aussi, c'est que le tourisme puisse continuer avec son approche totalement non violente à protéger les ours. Parce que l'ours, vous l'avez compris, il ne souffre pas du tourisme, il souffre de la chasse principalement, mais il souffre aussi, hélas, de la pollution. Je ne veux pas être trop long et puis je ne veux surtout pas vous faire peur, mais sachez que nous avons des types de pollution marine, notamment avec les plastiques, vous le savez. Nous avons des pollutions aériennes et malheureusement les courants marins, le courant du Golfe et le courant de Nord-Sibérie arrivent dans l'Atlantique Nord. Nous avons dans le nord canadien la gire de Beaufort et le courant transpolaire qui font que le nord du Canada et de l'Alaska soit très pollué aussi. Mais nous avons en plus la pollution aérienne. Au-dessus de nos régions, à haute altitude, à 10 000 mètres, 10 000 mètres d'altitude, nous avons ce qu'on appelle les courants de jet, que les avions utilisent d'ailleurs beaucoup, et qui ont une courbe en sinusoïde. Mais au haut de cette sinusoïde, vous avez dans les régions polaires d'ailleurs, hein, c'est pour ça qu'on a vu les problèmes de pollution atmosphérique, je pense aux trous d'ozone, d'abord en Antarctique avant de les voir chez nous, hein, c'est dans les zones polaires que l'on a ce qu'on appelle un vortex, c'est-à-dire une circulation descendante de l'air et qui fait que toutes les pollutions fines, que ce soit des radioéléments, que ce soit des organochlorés phosphorés interdits maintenant, mais qui ont une rémanence dans le milieu naturel très longue, que ce soit les métaux lourds, le zinc, le plomb, le cadmium, mine de rien, vous savez qu'à Tulé, à Kanak, hein, ou dans le nord canadien, on conseille aux femmes qui ont des nourrissons, des jeunes enfants, de ne pas allaiter leurs enfants parce que c'est trop pollué, quoi. Alors, vous en faites pas, si vous y allez pour 8 ou 10 jours, c'est pas un problème. Mais les ours, eux, qui sont en permanence, vous avez 11% des ours qui sont stériles au Spitzberg et 8% au Canada. La pollution est vraiment un problème. Et la pollution, ça commence chez nous. L'autre chose qui commence chez nous, c'est aussi le réchauffement du climat. Hein. Ce ne sont pas les populations locales, les Inuits, qui font que le climat se réchauffe. Donc, le climat qui se réchauffe, j'ose dire, ça n'a pas d'impact direct sur la peau de l'ours, vous voyez ce que je veux dire, mais ça a un impact sur son milieu naturel. Et enfin, potentiellement, quand vous pianotez sur le web et que vous regardez par exemple le site très bien fait d'ailleurs du Fonds mondial pour la nature, enfin du VBF, voilà pour parler autrement, vous voyez que le problème numéro 1, évidemment, c'est un problème de pollution, problème potentiel d'hydrocarbures, problème à terme de disparition du milieu naturel. Ouais, l'ours, il faut qu'on s'en occupe et qu'on fasse tous ensemble tout pour le conserver, pour le protéger. Et c'est le sens du tourisme. Comme déjà dit, on aime que ce que l'on connaît.
Et notre but, c'est de vous faire connaître cet ours, vous faire aimer cet ours, et qui est le symbole de ces régions, ce beau symbole, au point que l'ours, permettez simplement avec un grand sourire, il est tellement symbolique que cet ours se transforme en peluche, et que ces peluches, on les met dans le berceau. Moi, j'aime autant vous dire que moi, si j'étais petit nourrisson, petit enfant, quand je vois un ours blanc venir dans mon berceau, moi, je pars à toute allure. C'est quand même le plus grand carnivore du monde. Hein. Mais enfin, continuez à donner des ours blancs peluches à vos enfants, et ça leur donnera encore plus l'envie de protéger ces animaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors justement, je vais essayer d'aller un petit peu vite, parce que tu as des sujets que tu as déjà un petit peu évoqués, mais voilà, c'est pour rebondir un petit peu sur tout ça. Il y a une question qui est: est-ce que l'ours peut s'en sortir concernant le changement climatique? Alors écoutez, Sujet, mais... oui, pour la deuxième fois, je dis, ne me faites pas dire ce que je veux pas dire. Mais la question est oui. En revanche, nous avons 25 000 ours, et il n'en subsistera vraisemblablement, c'est terrible à dire aussi ça, terrible, que 1000 ou 2000. En termes de génétique de population, il faut, chez les prédateurs, vu le capital génétique, il faut 300 animaux pour que le capital génétique et l'espèce restent et survivent. Pardon de le dire, mais il y aura toujours 300 ours qui resteront, et il y aura des ours qui seront en zoo. Donc, oui, mais attention, il faut lutter contre le changement climatique avec tous les moyens qu'on peut. Et c'est pour ça, d'ailleurs, au demeurant, hein, nous, quand on fait des vols sur le nord, ma foi, je suis bien placé pour le savoir, hein, de même que toi, Mathieu, hein, en tant que gestionnaire de grands espaces, nous payons 5 000 € par vol, hein, de compensation pour planter. C'est un programme de plantation d'arbres au Kenya et à Madagascar. On prend les bateaux. L'Ocean Nova est le bateau le moins polluant, mais là aussi, on compense carbone. Il faut vraiment que les compensations carbone, que tout ce qui est électrique, encore que l'électrique pose aussi des problèmes, mais qu'on puisse tout faire pour minimiser notre impact sur l'environnement, et que ce réchauffement climatique, sincèrement, le réchauffement climatique aura beaucoup plus d'impact sur nos régions tempérées que sur l'ours blanc en tant que tel. Il aura beaucoup d'impact sur les régions polaires, parce que le climat se réchauffe environ 2 fois plus vite dans l'Arctique. Il y aura une fonte des glaces, etc., etc. Mais l'espèce ours en tant que telle n'est pas en danger. Vous voyez ce que je veux dire? En revanche, n'est pas en danger. Dire qu'il y en a 25 000 et qu'un jour il y en aura plus que 2000, c'est quand même grave. Par contre, du coup, est-ce que ces proies sont en danger, ou est-ce qu'elles tendent à changer, et du coup, le temps à changer? Non, j'ai dit 6 espèces de phoques, il y en a 3 qui sont régulières. Hein. Le phoque marbré, il va sur la banquise pour se reproduire. C'est peut-être lui qui potentiellement, bon, on estime sa population environ 16 millions, hein. C'est lui qui va... Mais enfin bon, encore une fois, il y aura toujours de la banquise, il y aura toujours un peu de banquise qui restera. En hiver, il y a de la banquise, au printemps, il y a de la banquise. Donc pour la reproduction du phoque, c'est pas trop un problème. C'est en été qu'il y aura plus de banquise. Hein. Donc ça, pour le phoque annelé, c'est pas trop un problème. Le phoque barbu va sur la banquise uniquement pour se reposer quand il n'y a rien d'autre. Hein. Voilà. Et puis le phoque commun ou le phoque à capuchon, ben, eux, ils vont en bord de côte. Donc non, c'est pas un problème pour les proies. Et il y a des problèmes induits avec le réchauffement de certains courants marins qui font que les bancs de poissons se déplacent. Mais les phoques se déplacent avec les bancs de poissons. Non, c'est toujours, vous savez, l'ours est un indicateur extraordinaire, je l'ai dit en termes de pollution, hélas, mais aussi en termes de nourriture. Bon, l'ours est au sommet de la pyramide alimentaire, et à partir du moment où l'ours tire mal, ça veut dire que les proies se portent mal. Mais pour le moment, on ne peut pas dire que les phoques se portent mal. Surtout pas quand on écoute les pêcheurs ou les Inuits. Pour eux, il y en a trop. On va terminer, on va pas tarder à terminer. Juste encore 2-3 petites questions rapides, parce que je pense que c'est intéressant. On a posé la question sur pourquoi est-ce que les trappeurs chassaient les ours. Alors, de nos jours, le danger principal vient de l'Est, on va dire. Ça vient de la Chine. Vous savez, les Chinois, ils transforment tout en choses aphrodisiaques. Hein. Alors, une grande griffe d'ours, une grande dent d'ours, imaginez le pouvoir aphrodisiaque que tout d'un coup, ça donne à certaines croyances. Hein. Bon, mais autrefois, c'était la peau. La peau de l'ours, François Ier,
s'est vu offrir une peau d'ours. Tous les hôtels particuliers de la Russie des tsars avaient une peau d'ours. Raspoutine a été tué dans l'un des palais, enfin au palais Yusupov, dans l'un des palais privés de Saint-Pétersbourg, sur une peau d'ours blanc. La peau d'ours blanc, c'était extraordinaire, quoi. Donc non, c'était à cause de la peau d'ours que les trappeurs tuaient, même si de nos jours, la peau d'ours, une peau d'ours, il ne faut pas vendre de la peau d'ours avant de terminer la causerie, mais ça vaut environ 25 000 couronnes danoises divisé par 7, oui, c'est 2 000 à 3 000 euros. Et elle est en train de baisser. Heureusement, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire nous autres, hein. Surtout pas acheter de peau d'ours, parce que le marché est complètement cassé, quoi. Et maintenant, les peaux d'ours ne valent plus grand-chose. Et puis surtout, ça se fait plus de tuer les ours, hein, pour les trappeurs, heureusement. Et du coup, merci. Je terminerai par une dernière question, qui est une question un peu plus technique sur l'ours. Est-ce que l'ours hiberne? Ah oui, absolument. Absolument. Alors, qu'est-ce que ça veut dire hiberner, hein? Ça veut dire on n'arrête pas de vivre, hein. On n'hiverne pas non plus, c'est-à-dire on ne se déplace pas vers un autre endroit, on hiberne. Donc, l'ours a à peu près le même nombre un peu moins de battements cardiaques, il a 50 battements cardiaques par minute. Allez, on va dire comme les grands sportifs, les hommes très grands sportifs, mais ça baisse à 36 battements, 23-36 battements. Pour la femelle qui est dans sa tanière, ou pour le mâle. Le mâle, c'est un somnambule fabuleux. Imaginez-vous un mâle ours, il se déplace sur la banquise, Nanook, le grand voyageur. Il marche, il marche, il marche, et tout d'un coup, son nez extraordinaire lui permet de sentir un phoque ou un trou de respiration de phoque. Et à ce moment-là, il se réveille. C'est comme si nous, on se déplaçait tout lentement, marchant tout lentement, mais dès qu'on sent quelque chose, alors là, on attaque. Donc, c'est pas de l'hibernation au sens scientifique du terme, mais c'est une forme de somnolence hibernatoire, pour prendre les termes techniques, quoi. Mais l'hiver, ils sont moins actifs, oui. D'accord. Merci. Alors, une toute dernière question, c'est ce qu'on j'ai vu tomber il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'on peut voir des ours polaires au Nunavut? Est-ce qu'il est possible d'en Ah observer? oui, oui. Alors, je viens de dire oui, 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 oui. Premier oui, parce que le Nunavut n'est autre qu'une grande partie du Grand Nord canadien, où j'ai dit qu'il y avait 40% de la population d'ours. Deuxième oui, parce que il y a là, j'ai cité la baie de Cobourg ou l'île de Devon, il y a là quelques endroits. Et il y a des parcs nationaux. Le Canada et le Nunavut ont mis des parcs nationaux en place et où les ours se sentent un petit peu protégés. Bon, on parle souvent des ours de Churchill, hein, dans le Nord canadien, ça c'est dans le Manitoba. Et puis troisième, oui, parce que ce sont des régions très riches en courants marins, ce sont des détroits, et l'ours est naturellement présent dans cet énorme territoire. La différence avec le Spitzberg, c'est que le Spitzberg, ça fait 2 fois la Belgique, ou 1,5 fois la Suisse, et il y a environ 3000 ours au large, mais il y en a 300 sur la terre ferme. Le Nunavut, c'est gigantesque, hein, c'est pratiquement 2 millions de kilomètres carrés, le Grand Nord canadien, le Nunavut, c'est absolument gigantesque. Et il n'y a que 8000 ours. Vous voyez ce que je veux dire? La densité est moindre, quoi. Mais c'est un endroit où on voit des ours. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces réponses, pour toutes ces informations. Merci beaucoup de votre participation. Alors, avant de terminer, tout de même, je souhaitais quand même vous recommander le livre de Christian, qui est Ours polaire. Je vais vous montrer, alors je vais vous envoyer un petit lien que vous allez recevoir très rapidement, mais pour vous donner une petite idée, vous pouvez le retrouver sur le site des éditions L'Escargot Savant, principalement, que vous avez ici. Et vous allez recevoir aussi un petit lien que je vais remettre dans le chat. Alors, normalement, j'avais un petit bouton ici. Hop, voilà. L'ours polaire. Et du coup, vous allez donc recevoir le lien directement sur la présentation. Vous pouvez le rechercher aussi en tapant sur les moteurs de recherche ours polaire, Christian Kempf, vous allez le trouver assez facilement. Le site de l'Escargot se tombe souvent, tout de suite dessus. Donc voilà, ça permet aussi pour celles et ceux qui n'ont pas encore ce livre de pouvoir se plonger dedans. Il y a tout un tas de photos aussi de ces expéditions, d'autres guides aussi de temps en temps. Et donc, voilà, ça permet de profiter, de découvrir beaucoup cet animal qu'on aime tant.
Donc voilà, sur ces quelques mots, on va conclure petit à petit ce webinaire sur l'ours. On reprendra d'autres webinaires. On va faire des webinaires bientôt sur le nord-est Groenland, l'ouest Groenland aussi bientôt, le Nunavut aussi, le Labrador. Voilà, c'est le webinaire, on continuera toujours ça. Donc on va reprendre sur d'autres thématiques. On a eu beaucoup de questions aussi, on l'a vu, sur les destinations, sur quel moment, etc. Donc n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par mail. Mais encore une fois, on va faire d'autres webinaires pour pouvoir aborder aussi toutes ces thématiques. Et pour se quitter, je vais vous passer un tout petit film d'1 minute 30 d'ours polaire, voilà, pour terminer sur une belle note avec de belles images. Donc, merci à tous et à tous. Merci, Christian. Et à très bientôt. Merci à vous d'avoir écouté, d'être là, d'être présent. C'est ce qui motive, vous savez. Ce soir, j'étais un peu conférencier, mais un conférencier sans public n'existe pas. Et c'est un bonheur donc de partager. C'est quand on est passionné par quelque chose, on a envie de le partager. Et j'ai envie de le partager sur le terrain aussi, hein, mine de rien. Alors venez. Cet été, je vais être un peu plus sur le terrain que prévu. C'est un peu égoïste parce que je sais qu'en 24, ce serait quand même un peu moins bien au Spitzberg. Donc voilà. C'est vrai. Merci beaucoup. En effet, Christian sera chef expédition sur un certain nombre de voyages. Donc, et puis, ça sera toujours des belles découvertes. Donc, merci à toutes et à tous. Et je vais vous passer ce petit film. Et puis, à la fin de la diffusion de ce petit film, l'événement prendra fin. Et puis, j'espère à très bientôt, que ce soit au Spitzberg, en Arctique ou ailleurs, ou dans de nouveaux webinaires. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir ce soir pour cet événement. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci Mathieu. Quand on part en Arctique, on cherche à voir les paysages polaires, faits de banquises, de glaciers, d'icebergs, de toundra mordorée. Mais l'une des motivations premières des passagers, c'est évidemment l'ours polaire. Pour cela, on passe des heures et des heures les yeux vissés dans les jumelles pour espérer le trouver. Et lorsque ce moment arrive, l'excitation monte, on peut enfin annoncer aux passagers que le grand moment va arriver. Tout le monde enfile son équipement, on embarque dans nos Zodiacs pour tenter une approche respectueuse, pour enfin découvrir celui qu'on attendait tous, le grand seigneur de l'Arctique. Il y a toujours beaucoup d'émotions lors de la première rencontre avec l'ours polaire. Et puis finalement, toutes ces observations donnent d'une certaine manière un sens à notre voyage. On considère que l'on protège mieux ce que l'on connaît. Alors lorsqu'on a enfin rencontré le seigneur de l'Arctique, on n'a qu'une envie, le protéger. Et sur ces quelques images, merci à tous et à tous encore pour ce soir et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.